Donc, juste 2 mots d'introduction par rapport à ma présentation. On a vu beaucoup de chiffres cette matinée, on a vu beaucoup de chiffres aussi cet après-midi. Mon intervention, elle va plutôt viser à partir de ces réalités qu'on a vues ce matin, qui ont été décrites, et essayer de comprendre comment, si on met en place des politiques, comment il faut raisonner, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération pour qu'une politique puisse vraiment s'implanter. On fait souvent abstraction du contexte historique, géographique et culturel dans lequel les politiques sont mises en place. On s'attarde souvent sur les aspects plutôt techniques des politiques, mais on oublie qu'on a dans chaque pays, dans chaque canton, dans chaque réalité, un contexte particulier qui doit être pris en compte. Sinon, la meilleure politique sociale risque d'être vouée à l'échec. Donc, au programme, ce que j'ai prévu tout d'abord, c'est de vous présenter brièvement une définition des politiques de conciliation. Loin d'être un dispositif d'une politique publique cohérent, il s'agit vraiment d'une multitude de politiques et de mesures qui interviennent sur la relation que les parents ont au marché du travail et à la sphère familiale. Après cette première définition, ce premier point, je vais m'attarder sur ce que j'ai défini comme le paradoxe du retard suisse. En mobilisant quelques éléments de comparaison internationale, je vais montrer que les politiques de conciliation en Suisse sont sous-développées par rapport aux autres pays de l'Union européenne ou de l'OCDE. Et j'ai appelé ça paradoxe, car dans un pays où la performance économique est une priorité, c'est paradoxal, il y a une irrationalité économique derrière ce retard. Et enfin, je vais essayer là plutôt m'intéresser aux raisons pourquoi on a un retard en Suisse par rapport aux politiques de conciliation. Et c'est là qu'il est important de prendre en considération l'histoire du développement des politiques familiales en Suisse. Et je vais donc mobiliser quelques éléments historiques et également mobiliser l'exemple de la Suède qui, pour mettre en place ces politiques de conciliation, a vraiment pris en considération toute la dimension culturelle de la problématique. Donc voilà, j'en arrive à mon premier point, la politique de conciliation. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas en dispositif une politique publique cohérente. Bien au contraire, c'est un ensemble de politiques publiques qui est peu cohérent. Il y a des allocations familiales, il y a des congés, qu'il s'agit de congés maternité, congés parentaux, paternaux, quand il y en a. Il y a des structures d'accueil pré- ou parascolaires. Nous avons des déductions fiscales, donc on est dans les politiques fiscales. Nous avons des politiques d'emploi qui favorisent le télétravail, le temps partiel, et bien d'autres mesures qui constituent en fond un ensemble qui n'est pas toujours cohérent. De politique, il peut y avoir des objectifs qui sont différents d'une politique à l'autre et voire contradictoires. Nous pouvons avoir des politiques qui sont mises en place pour promouvoir l'égalité homme-femme et dans ce sens, on va développer des politiques de conciliation pour, au fond, atteindre l'objectif de renforcer l'égalité entre hommes et femmes. Mais nous pouvons également mettre en place des politiques qu'on appelle politiques de conciliation pour renforcer la natalité. On l'a vu ce matin, c'est un sujet qui n'est souvent pas abordé de manière explicite. Nous avons un grand souci en Suisse, mais dans tous les pays d'Europe, avec nos systèmes, nos états sociaux qui nécessitent qui nécessitent une force de travail. On a besoin de personnes qui travaillent pour le système de retraite, pour tout notre système social. Et nous avons besoin également que les femmes fassent des enfants. Le taux de renouvellement de la société, c'est 2,1 enfants. On l'a entendu, on est 1,5. Nous avons une immigration qui va nettement diminuer ces prochaines années. Donc, nous avons un sérieux problème pour la viabilité de nos retraites. Et ça, c'est un sujet qui souvent n'est pas abordé explicitement. Désolée pour le bruit, j'espère que... Nous avons également des politiques de conciliation qui visent la lutte contre la pauvreté. Là, je pense notamment aux politiques qui sont mises en place, qui visent les... J'arrête de bouger, je crois. Oui, mais après, je ne peux plus bouger.
les politiques qui visent les familles monoparentales. Je crois que je vais vraiment m'arrêter ici et puis plus bouger. Et nous avons également des politiques, je pense notamment à l'initiative contre la pénurie de main-d'œuvre qualifiée pour la promotion, pour avoir de la main-d'œuvre qualifiée. Là, on essaye également d'utiliser des instruments, des mesures de conciliation pour répondre aux besoins du marché du travail, etc. bien sûr. Donc, on a au fond toute une série de mesures qui interviennent sur les choix que les parents font de travailler, de rester à la maison ou d'aménager le temps de travail. Et ils peuvent être contradictoires. Je prends juste l'exemple de l'Italie et de la France que j'avais étudié dans ma thèse. Nous avons en Italie des politiques de conciliation qui sont faiblement développées. Et malgré ça, au niveau fiscal, nous avions une taxation individualisée au sein du couple qui était favorable aux deux revenus. À l'inverse, en France, où dans l'ensemble, on avait une politique de conciliation qui était plutôt développée, on a un système fiscal qui pénalise les deux revenus. Donc, vous voyez, au sein même des politiques, on trouve des fois des éléments qui font que il y a une incohérence d'un point de vue de conciliation de la vie familiale et professionnelle. Donc voilà, c'est un ensemble qui est peu cohérent. Il faut vraiment analyser toutes les mesures, voir l'impact que ces mesures ont sur la conciliation. Et pourtant, même si c'est un ensemble peu cohérent, cet ensemble porte en elle une forte normativité. En effet, les politiques de conciliation régulent la place des femmes et des hommes entre la sphère privée et la sphère publique. Il y a de nombreux parents qui font des calculs vraiment économiques pour savoir si c'est rentable ou pas de travailler. On le verra après, il y a des effets pervers avec le cumul des politiques. Et donc ces politiques, au fond, nous disent quel comportement on est censé avoir et ne sont pas neutres par rapport aux choix que les parents font. Et elles s'adressent également à un modèle de famille particulier qu'elles en citent. Donc les politiques sociales, elles se mettent en place par rapport à un modèle de famille en particulier, et elles ont tendance également à inciter et à reproduire ce modèle de famille. Et enfin, elles définissent les normes et les acteurs de solidarité. Nous avons en gros 3 acteurs. Nous avons la famille, l'État et le secteur privé qui peuvent intervenir pour décharger, par exemple, par rapport à la charge de famille au travail de care. Et en fonction de comment on crée le dispositif de conciliation de la vie familiale ou professionnelle, on va se dire que c'est plutôt le rôle des familles d'assumer la charge familiale, ce qui est le cas en Suisse. Mais on pourrait aussi avoir un autre cas de figure, comme c'est le cas dans les pays scandinaves et en Suède en particulier, dans lequel il y a un rôle de l'État qui est très important et qui joue un rôle essentiel dans ce triangle d'acteurs. Donc voilà, avec ces éléments, j'arrive à une définition des politiques de conciliation que je vais retenir, qui va être à la base de mon intervention. Je considère que les politiques de conciliation sont un ensemble de dispositifs intervenant de manière explicite ou implicite dans la régulation de la place des hommes et des femmes entre la sphère domestique et la sphère professionnelle. Donc il n'y a pas seulement les mesures qu'on met en place explicitement pour la conciliation, mais il y a également des politiques qui peuvent avoir un impact sur la régulation qui ne sont pas explicitement des politiques de conciliation. Voilà, j'en arrive à mon deuxième point, le paradoxe de la Suisse. Alors, quand on regarde la presse, ce n'est pas rare de voir que la Suisse est considérée, également dans les rankings, un des pays où la performance économique est la plus élevée. La Suisse, en record de classement mondial de compétitivité, ou la Suisse plus compétitive que les États-Unis, etc. Donc, c'est vraiment un message aussi qu'on entend très souvent. La Suisse est un pays où la priorité économique joue un rôle important. Et c'est vrai que si on regarde au niveau du taux de chômage, nous sommes bien placés. Si on regarde la moyenne de l'OCDE ou la moyenne de l'Union européenne, on voit que le taux de chômage est effectivement bas en Suisse en comparaison internationale.
Et également, par rapport au taux d'emploi, nous avons un des taux d'emploi qui est le plus élevé au sein de l'Union européenne ou des pays de l'OCDE. Donc, nous sommes bien placés. Et pourtant ce modèle de réussite économique a une face cachée et un coût qui est notamment assumé par les femmes. Nous avons pourtant un nombre très important de femmes qui sont actives sur le marché du travail. Et là, on est vraiment en tête des classements avec une représentation des femmes actives sur le marché du travail qui est très importante. Mais cette présence sur le marché du travail doit être relativisée car les femmes, bien que très, très présentes sur le marché du travail, elles travaillent le plus souvent à des faibles pourcentages. En effet, si on regarde le taux d'emploi à temps partiel sur l'ensemble de l'emploi des femmes, on voit que nous sommes un des pays où les femmes elles travaillent le plus à temps partiel. Qu'est-ce que signifie de travailler à temps partiel? Quelles sont les répercussions? Il y en a pas mal. Et le temps partiel est notamment une réalité pour les femmes qui ont des enfants en bas âge. Et là, sur le slide, on ne voit pas toutes les différentes... il n'y a pas toute la légende qu'on voit. Mais en gros, on voit que plus de 50% des femmes avec des enfants de moins de 6 ans ne travaillent pas ou travaillent à moins de 50%. Donc, c'est une réalité qui touche plus de 50% des femmes avec des enfants en bas âge. Et ça a une série de conséquences sur leur vie, notamment en termes de carrière ralentie. Nous avons très peu de femmes qui sont présentes dans les conseils d'administration ou dans les directions, moins d'une femme sur 10 qui est présente, une personne sur 10 est une femme dans ces conseils d'administration ou direction. Nous avons également un risque de pauvreté qui est plus élevé chez les femmes que chez les hommes, avec un risque de pauvreté de 14,8% pour les femmes contre 12,2% pour les hommes. Et nous avons également un risque d'exclusion du marché du travail. Je viens de le dire, là c'est une autre manière de présenter. Il y a une mère sur 5 qui n'est pas professionnellement active. Et moins d'accès à la formation continue, ça c'est un sujet sur lequel j'espère il y aura de plus en plus de recherches. Je crois qu'il va être un sujet qui va être au cœur des réflexions sur l'égalité homme-femme, l'accès à la formation continue. Et selon les données que nous avons, les femmes en général payent plus souvent de leur poche la formation continue quand elles la suivent, ce qui est quand même paradoxal alors qu'elles touchent, il y a un écart de salaire qui reste important en Suisse. Donc pas seulement on touche moins, mais en plus on paye plus. Merci. Là, est-ce que vous m'entendez? Et nous avons également une précarité à l'âge de la retraite qui doit être prise en compte, qui est liée au temps partiel, avec un risque de prévoyance vieillesse insuffisante si le taux moyen d'emploi est inférieur à 70%. Et on le voit, il y a un coût qui est lié au temps partiel qui pèse lourdement sur les femmes. Et également, là, on a une problématique qui est liée avec le risque de pauvreté des enfants, avec 26,2% de risque de pauvreté des familles monoparentales qui sont le plus souvent chapeautées par des femmes. Donc, il y a des conséquences pour les femmes, mais il y a également des conséquences pour la société plus globalement. Tout d'abord, il y a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Selon Manpower, il y a 41% des sociétés qui sont affectées. Et là, on sait qu'il y a évidemment chez les femmes qui travaillent à des faibles pourcentages ou qui sont à la maison, toute une série de femmes qui sont hautement qualifiées. Donc, il y a un problème là d'irrationalité aussi économique. J'aime pas trop cette expression, c'est une expression qui a été utilisée dans la presse, mais je l'ai reprise parce que ça transmet quand même l'image de gaspillage de ressources.
il y a en effet 50 000 femmes au foyer qui ont une formation supérieure, ce qui représente quand même un coût pour la société de 5,75 milliards de francs pour cette formation, qui au fond n'est pas mise à restituer quelque part à la société, car les femmes restent à la maison. Nous avons également des conséquences sur le nombre d'enfants, qui n'est pas forcément celui qui effectif, n'est pas forcément celui souhaité par les parents, par les individus. Là, il y a le rapport des familles on a déjà vu ce matin également des chiffres. Et encore une fois, il y a le risque de pauvreté élevé des familles monoparentales. Et là, c'est une surreprésentation de ces familles dans l'assurance sociale, de l'aide sociale. Donc voilà, il y a des conséquences bien sûr pour les femmes, et les conséquences sont directes et tout au long du cycle de la vie des femmes, mais il y a également des conséquences sur la société et un coût qui est très important qu'on assume à cause de ce manque de politique de conciliation. Sortir de l'impasse, la conciliation est au cœur des solutions, c'est clair. Je veux dire, on peut mettre en place des politiques pour permettre aux femmes de travailler si elles le souhaitent, bien sûr, et si elles ne souhaitent pas, qu'elles soient au moins informées de tous les risques qu'il y a si elles ne travaillent pas ou si elles travaillent à des faibles pourcentages. Et pourtant, en Suisse, on dépense que 0,2% du PIB pour la conciliation, contre une moyenne de 0,8% au sein de l'OCDE, des pays de l'OCDE. Et nous avons également une situation où l'interaction entre le système fiscal et les transferts liés au barème des crèches, c'est ce dont M. Gnegui parlait ce matin, pénalise le deuxième revenu à partir d'un certain taux. Donc les couples avec des revenus moyens élevés n'ont souvent pas intérêt à avoir deux plein temps. En réalité, le revenu disponible à la fin du mois est plus élevé dans certains cas de figure, mais ça arrive si la femme elle travaille à un maximum de 60%. Donc, on a quelque part un système de politique sociale, de politique de conciliation qui pénalise le travail. Et le coût de prise en charge d'un enfant est essentiellement assumé par les familles, alors que voilà, ils prennent en charge en Suisse le 41% du coût, alors que non, c'était pas ça, non, pardon. Non, le coût de prise en charge d'un enfant s'établit à 41% du revenu contre 18,2% en moyenne dans l'OCDE. Et voilà, par rapport au congé maternité, vous le savez, il a été introduit qu'en 2005 et c'est un des derniers congés maternité qui a été introduit en Europe et parmi les moins généreux d'Europe. Et nous avons également peu de solutions de garde formelles extrafamiliales. En 2013, les enfants en âge préscolaire bénéficiaient de 17,5 heures hebdomadaires de garde extrafamiliale, contre une moyenne européenne de 29 heures par semaine. Vous voulez poser maintenant une question ou... Oui. Alors, il y a une petite question. Le coût de prise en charge d'un enfant qui s'établit à plus de 41%, c'est par enfant qu'on doit placer ou bien c'est un chiffre effectif qui tient compte du fait qu'en Suisse, on a beaucoup de grands-parents qui participent à la garde et qui ne sont pas payés? Non, alors là, c'est lié au coût effectif. C'est pas la question que vous me posez, si on chiffre le travail non formel quelque part. Non, alors là, c'est par rapport au coût effectif. Et congé paternité, congé parental, c'est encore une question bien sûr ouverte, mais c'est vrai qu'au niveau du Conseil fédéral, les signaux sont plutôt négatifs. En 2013, ils disent qu'ils ne constituent pas des priorités, et en 2017, ils rappellent que la priorité réside dans le développement d'une offre d'accueil extrafamilial adaptée aux besoins. Donc, ça n'a pas l'air d'être une priorité, en tout cas du Conseil fédéral.
J'en arrive à mon troisième point. Comment comprendre que ce pays où la performance économique est au cœur des priorités, des préoccupations, ne développe pas des politiques de conciliation de manière plus intensive. Et pour comprendre, je crois, ce retard qu'on a au niveau international, il est essentiel de prendre en considération le poids de l'histoire et de la culture suisse. Tout d'abord, il faut prendre en considération que les politiques sociales et politiques familiales qui se sont développées dans l'après-guerre se sont créées autour du modèle de famille qu'on appelle « Messieurs gagnent le pain », où l'homme il est censé travailler à plein temps et ramène un revenu, et la femme est essentiellement en charge du travail le travail familial. Et comme je l'ai dit, c'est des politiques qui sont très normatives. Et il y avait pas mal d'influences au moment où ces politiques se sont développées, de partis politiques conservateurs. Et les politiques familiales se sont vraiment construites autour de la notion de famille comme entité à protéger. Donc on a construit les politiques familiales autour de cette idée de protéger la famille. Donc dans ce cadre, les politiques de conciliation sont souvent considérées comme une menace pour l'unité de la famille, pour la stabilité de la famille. Un deuxième élément à prendre en considération pour comprendre le retard de la Suisse, c'est le poids de la gouvernance politique. Tout d'abord, par rapport au fédéralisme, on l'a vu aussi ce matin, les compétences entre la Confédération, les cantons et les communes sont partagées, des fois de manière pas très coordonnée non plus. Et ça donne lieu à une politique qui se développe de manière très différente sur l'ensemble du pays. Je pense notamment au développement des structures d'accueil préscolaire, dans lequel on constate des grandes différences entre les cantons et entre les villes et la campagne. Et un autre élément qui est important à prendre en considération, c'est le poids de la démocratie directe. Car pour amener des changements qui touchent à la Constitution, nous avons besoin d'une double majorité, une majorité des votes et une majorité des cantons. Et là, nous avons en poids des petits cantons conservateurs de la Suisse centrale qui ont souvent freiné les initiatives, comme par exemple le congé maternité, ont souvent été bloqués par ce besoin de double majorité. Et enfin, un élément, même s'il y a des recherches qui mettent en discussion maintenant le concept de Rösti-Graben, l'existence de Rösti-Graben, il me semble quand même que par rapport à la question de la politique familiale et de conciliation, on peut quand même, en tout cas, émettre l'hypothèse qu'il existe un Rösti-Graben. Si on regarde les résultats de la votation populaire fédérale du 3 mars 2013 en faveur d'un article constitutionnel sur la politique familiale, on voit que tous les cantons latins ont voté en faveur, alors que la partie alémanique, elle est plutôt opposée. Nous avons, par rapport à l'intervention de l'État dans ce qu'on définit comme sphère privée, des représentations qui sont différentes en Suisse alémanique des cantons latins, avec une Suisse alémanique qui est vraiment en faveur d'un État libéral qui n'intervient le moins possible dans la sphère privée. Et dans les cantons latins, il y a une autre approche à la politique familiale. Et par rapport à ce Rösti-Graben, on le voit aussi dans le comportement des femmes. À l'arrivée des enfants, si on regarde le premier graphique, là, c'est les femmes alémaniques et leur relation au marché du travail. On voit qu'à l'arrivée des premiers enfants, il y a déjà plus du double de femmes qui sont pas actives. Et à l'arrivée du deuxième enfant, le nombre de femmes qui sortent du marché du travail est encore plus important. Et si on regarde la partie francophone, la partie romande, on voit que le comportement à l'arrivée des enfants n'a pas le même ampleur. La sortie du marché du travail n'est pas aussi significative dans les cantons romans. Donc, le retard suisse, la norme de male breadwinner, c'est cette norme du monsieur gagne le pain, donc j'ai évoqué avant.
Et il reste profondément ancré dans notre culture et dans nos politiques sociales et familiales. Et seulement une politique de conciliation qui travaille en profondeur sur tous les plans peut vraiment marcher. Nous ne sommes plus maintenant dans ce modèle de l'homme actif et la femme reste à la maison. Nous sommes dans un modèle dans lequel l'homme il travaille à plein temps et la femme le plus souvent à un temps partiel mais qui reste relativement faible, autour du 50-60%. Mais ça reste très fort dans notre culture que c'est le rôle de la femme de s'occuper de tout ce qui est travail familial. Et voilà, ça c'est encore un autre graphique. Je vais vous épargner vu qu'on a vu beaucoup de chiffres. Et je vais venir à la politique de conciliation en Suisse avec un petit détour sur la Suède. Car la Suède, en 1960, à la fin des années 60, avait un des taux d'emploi féminin qui était parmi les plus faibles en Europe. Ce qui est largement... Voilà, aujourd'hui, c'est exactement le contraire. C'est un des pays où le taux d'emploi des femmes est le plus élevé. Et comment ils se sont pris? Ils ont mis en place, à partir des années 70, toute une série de mesures dans le but de promouvoir vraiment un nouveau modèle de famille, le modèle de famille à double revenu. Et là, ils ont vraiment mis en place vraiment un arsenal de mesures, de l'extension de l'assurance pour femmes au foyer aux hommes. Ils ont introduit une taxation séparée des conjoints. Ils ont remplacé l'assurance maternité par l'assurance parentale. Et encore, ils ont augmenté le nombre de places de crèches. Donc, ils ont vraiment touché à toutes les politiques qui intervenaient pour promouvoir ce nouveau modèle de famille. Et ce qui me semble vraiment le plus intéressant dans ce cas, c'est qu'ils en ont fait vraiment un enjeu de société. Donc, ils ne sont pas partis des politiques pour essayer d'inciter les femmes à travailler, mais ils sont vraiment partis de la promotion d'un nouveau modèle de famille. Et ils ont créé une fonction au sein de l'État qui était la fonction d'Activity Inspector. C'était des fonctionnaires qui faisaient du porte-à-porte pour expliquer aux femmes les enjeux autour de l'emploi. Donc l'idée, c'était vraiment d'aller vers les gens, d'expliquer les enjeux qu'il y avait autour du fait d'être actif sur le marché du travail, des risques qu'il y avait si elles ne travaillaient pas. Donc, si on regarde la politique de conciliation suédoise, on voit qu'ils ont bien sûr travaillé sur la relation que les femmes ont avec le travail professionnel, en incitant l'engagement des femmes dans la sphère professionnelle, mais ils ont également travaillé sur la relation que les hommes ont avec le travail professionnel, sur la relation entre hommes et femmes dans la sphère privée, dans le partage des tâches, sur la relation que les femmes ont au travail familial et la relation que les hommes ont au travail familial, avec le fait de permettre au papa d'avoir des congés lors de l'arrivée des enfants, de permettre aux femmes d'être actives, de diminuer le temps de travail des hommes. Donc toutes ces mesures dont vraiment l'idée de promouvoir un nouveau modèle de famille. Maintenant, si on regarde ce qui se passe en Suisse, on voit que les politiques qu'on met en place, notamment depuis quelques années, si je pense à l'initiative sur la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, même au programme de lutte contre la pauvreté, au programme d'impulsion pour le développement des crèches, en fait, on se limite à ces deux liens. On se limite à essayer de permettre aux femmes d'être actives sur le marché, essayer de décharger un petit peu les femmes en créant des crèches, en socialisant une partie du travail de care, mais on ne s'attaque pas du tout à toute une partie de l'équation qui est quand même fondamentale, car le travail familial reste de la responsabilité, on l'a vu ce matin encore avec des statistiques, où le partage des tâches familiales, bien qu'il y ait une petite évolution, mais on est quand même encore à des très grandes différences. Il y a en moyenne 10 heures par semaine de plus de travail familial qui est assumé par les femmes par rapport aux hommes. Et au fond, on essaye juste de mettre en place des politiques pour faire en sorte que l'économie roule, pour faire en sorte que ça soit possible pour les femmes de jongler entre ces deux sphères.
Et donc, pour conclure, pour une politique de conciliation qui soit vraiment efficace et juste, il faut une approche transversale. On l'a dit à plusieurs reprises. C'est vraiment dans de nombreuses politiques publiques qu'il y a des mesures, des politiques qui jouent un rôle dans la conciliation de la vie familiale et professionnelle. Donc, il faut avoir un regard d'ensemble sur toutes ces politiques et mesures qui interviennent. Il faut également, évidemment, éliminer les effets pervers de l'interaction entre différents systèmes de transferts sociaux qui pénalisent le travail. Alors là, pour un pays où la performance économique est une priorité, c'est le paradoxe que le fait de travailler coûte à la personne qui travaille. Ne pas sous-estimer les enjeux culturels, ça me semble vraiment le message le plus important pour moi que j'ai envie de partager aujourd'hui. Bien sûr, c'est important de réfléchir à des politiques, à tous ces éléments techniques de transfert et autres, mais il ne faut pas sous-estimer dans quel contexte on l'implante et accompagner ça par un discours qui soit vraiment clair, transparent. Il y a des craintes qui existent autour des politiques de conciliation, autour des menaces que ça peut amener par rapport à la famille. C'est normal, la famille elle a la cellule au cœur de notre société. Et donc, si on veut changer quelque chose, il faut vraiment accompagner ça par un discours transparent. Et surtout, il ne faut pas intervenir uniquement sur la femme parce qu'on le voit partout. Il y a de plus en plus d'ateliers qui sont mis en place pour aider les mamans qui travaillent à ne pas faire des burn-out car elles doivent assumer la double charge. Plutôt d'investir de l'argent en tout ça, on peut peut-être investir dans un congé paternité, dans des mesures pour permettre aux hommes qui le souhaitent, car il y a aussi toute une génération d'hommes qui ont envie, mais non, de pouvoir s'investir dans la sphère familiale et qui sont pénalisés aussi par cette attention, par cette focalisation sur les femmes. Donc, il est essentiel d'intervenir également sur la place de l'homme dans cette problématique, et je pense notamment évidemment au congé paternité. Voilà. Merci pour l'attention. Non, je voulais juste voir s'il y avait des questions. Merci pour votre présentation extrêmement claire, mais il y a une chose qui est très importante aussi par rapport à la comparaison par rapport à la Suède, c'est l'investissement de la Suède, dans le coût que ça implique, c'est-à-dire qu'il y a un transfert de coûts, de pertes et de coûts. Par exemple, les impôts en Suède, je ne sais pas, mais c'était très très élevé à l'époque. Peut-être que maintenant ça a un petit peu changé, mais à l'époque j'ai un souvenir où c'était 80% du salaire qui partait dans les impôts pour payer la politique sociale. Je veux dire, cette politique elle est extraordinaire, mais elle a un coût et c'est, à mon avis, c'est là où, si on est d'accord avec ça, où il faut se battre, c'est sur la nécessité que les communes, les cantons et la Confédération mettent le paquet là-dessus. Et bien sûr, l'argent vient des contribuables. Donc il ne faut pas sous-estimer cet aspect-là. Alors, effectivement, c'est une question qui est au cœur de la problématique, mais non, c'est vrai que le coût de l'enfant, le coût d'une garde extra-familiale, mais non, pour des parents qui travaillent, est essentiellement assumé par les familles. Et ce coût est extrêmement élevé. Et là, c'est une question de solidarité, après, à discuter, effectivement. Mais est-ce que ce n'est pas une question où toutes un coût qui devrait être partagé par la société avec des transferts en fonction du revenu, plutôt qu'un coût qui est sur les familles. Donc après, c'est selon la logique de solidarité qu'on va mettre en place. Mais c'est vrai que quand on voit par exemple des dépenses militaires, et puis j'ai du mal quand même à me dire que c'est des problèmes de coûts qui empêchent le développement de certaines politiques. Je crois que c'est plutôt une question vraiment culturelle et de résistance à une autre approche à la politique familiale. Oui.
la loi, la jurisprudence du tribunal fédéral dit que tant que l'enfant n'a pas 10 ans, madame, on n'a pas besoin de travailler, et jusqu'à l'âge de 16 ans, à 50%. Donc il y a vraiment une notion de tout le système qu'il faudrait faire évoluer. Alors effectivement, je pense que si les femmes elles peuvent continuer à travailler une fois qu'elles ont des enfants, ça ira aussi à l'avantage des pères divorcés. Et puis je pense qu'effectivement, il faut pas être timide. C'est ça que je voulais montrer en fait avec la Suède. J'ai l'impression qu'en Suisse, on est très timide, très frileux sur le fait d'affronter frontalement la question de la conciliation, des vrais enjeux qu'il y a derrière. Il y a des enjeux de natalité, il y a des enjeux de viabilité de notre état social. Je veux dire, c'est des vraies questions. Il faut que les femmes elles puissent faire des enfants et travailler les deux choses en même temps si on veut que notre système il marche. Et puis pour ça, il est essentiel de revoir la redistribution du travail à la maison avant de s'intéresser à comment pousser les femmes sur le marché du travail, comment l'économie elle peut profiter de ces ressources qui sont gaspillées, selon certains. Est-ce que vous pouvez nous préciser en quoi la politique de la Suède est une réussite? Enfin, quel est pour vous le critère qui fait que cette politique elle est positive? Est-ce que c'est le pourcentage de travail des femmes? Est-ce que c'est leur taux d'activité? Quel est le critère en fait pour vous de cette réussite? Alors effectivement, si on part vraiment sur des chiffres objectivables comme le taux d'emploi et le taux de natalité, on voit que c'est un des pays où il y a le taux d'emploi le plus élevé et un taux de natalité. Alors là, on est vraiment sur des chiffres. Après, il y a toute une attention qui est amenée également à la question de l'égalité entre hommes et femmes, avec justement, pour moi, ce qui est vraiment une réussite là, c'est la cohérence, l'idée de partir de OK, on va promouvoir un nouveau modèle de famille et puis on va adapter les politiques autour, plutôt d'essayer d'adapter les politiques en fonction des besoins de l'économie et au fond, on touche à la famille sans réellement la toucher. Je ne sais pas si j'ai été claire. Le fait de vraiment la prendre dans sa complexité, la problématique, et dans sa globalité, chose qu'on ne fait pas en Suisse. Est-ce que vous pouvez ajouter aussi votre avis sur la complexité qu'on pense qu'il y aura un grand changement démographique bientôt et que c'est quand même ces mêmes familles qui vont devoir faire face avec moins d'enfants et plus de personnes âgées? Comment vous voyez la famille de l'année en Suisse? Alors pour moi, il y a vraiment, j'en discutais avant et en après 9 février 2014 avec l'initiative sur l'immigration de masse. Je crois que ça a été un peu en choc parce que c'est vrai qu'on parlait des défis démographiques et puis jusqu'à maintenant, c'est vrai que l'immigration a quand même aidé par rapport à, on l'a vu, le nombre d'enfants des femmes étrangères est plus élevé que le nombre d'enfants des femmes suisses. Donc là, on est dans toute une autre problématique dans laquelle, effectivement, il y a une sorte d'effervescence, je pense, par rapport aux politiques de conciliation, mais par rapport à d'autres domaines où, effectivement, il faut que maintenant on trouve des solutions par rapport à ce pays qui se ferme. On peut de moins en moins compter sur des influences, sur des calibrages avec l'extérieur. Et puis, c'est essentiel qu'on socialise ce travail de care parce que les femmes, elles ne vont juste pas pouvoir pallier à tous les manques de l'État. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord de le faire. Je vous remercie pour votre intervention, Madame Gagné. Effectivement, vous avez raison, il y a peut-être une opportunité qui se présente maintenant suite à la votation de 2014. C'est peut-être même le secteur privé qui va se rendre compte qu'ils ont tout intérêt maintenant à mieux intégrer les femmes et leur donner tout le soutien nécessaire aux familles pour se faire. Par contre, il y a un sujet que vous n'avez pas abordé, c'est l'égalité de salaire. Et que je vous demandais à ce sujet, est-ce que vous pensez qu'il y aurait moins de femmes qui travailleraient à des pourcentages inférieurs à 50% dans le travail si elles avaient un salaire égal? Parce que je vois que souvent dans un couple, ils prennent la décision, celui qui gagne moins va réduire son taux d'occupation et ça tombe sur la femme. Est-ce que l'effort d'assurer une meilleure égalité de
Oui. Je crois effectivement que c'est une question qui joue un rôle. Je crois que partiellement à la rationalité, au calcul rationnel de tous les coupes sur quel est le coût, parce que c'est souvent très difficile à calculer en fait. Quel est l'impact si je réduis sur les impôts, sur le barème des crèches et tout ça. Je crois qu'il y a cette réflexion, notamment par rapport au travail pénible. Je veux dire, si des personnes en travail pénible et puis se disent, bah, au fond, je dépense l'argent que je gagne pour aller travailler, elles vont peut-être être plus vite, avoir plus vite envie d'arrêter de travailler pour s'occuper des enfants. Après, pour moi, il y a vraiment une question qui est essentielle, qui est celle des hommes, qu'on oublie complètement dans cette problématique. À chaque fois qu'on parle de conciliation, on parle pour les femmes. Et je crois que les hommes, ils sont très pénalisés par ce système. Il y a de plus en plus d'hommes qui ont envie de travailler à temps partiel. Et là, on se heurte vraiment à un blocage culturel. Je parlais encore avec un cadre dans l'administration qui me disait, mais si j'ai un homme qui vient me demander de travailler à 80%, pour moi, c'est un homme qui ne veut pas faire carrière. Et je n'ai pas la même réflexion pour une femme. Et je crois que si on travaille aussi de ce côté-là, sur ces représentations sur les hommes, sur le fait qu'ils peuvent être absents du marché du travail quand l'enfant arrive, qu'ils peuvent diminuer leur temps de travail, c'est là où on amène vraiment un réel changement. Parce qu'au fond, le problème, c'est la norme du travail qui est faite autour du modèle masculin à plein temps. Si on change cette norme de travail, on la réduit à 70-80%, que les femmes et les hommes puissent y arriver, voilà, il y aura la possibilité de carrière pour tout le monde, il y aura la possibilité d'être à la maison, de travailler, et puis de réduire le risque de pauvreté. Je suis un peu curieuse. Est-ce que vous pourriez expliquer l'assurance aux femmes au foyer, en quoi ça consiste et puis quel a été l'effet? Alors l'assurance pour femmes au foyer, non, je ne suis pas une experte de la politique suédoise non plus. En gros, c'était une assurance pour les femmes qui restent à la maison, s'occuper des enfants, qui a été étendue à l'homme, vraiment dans cette logique qu'on permet à l'homme d'avoir les mêmes droits. On est vraiment dans une réflexion, on considère l'homme et la femme comme des parents et plus seulement la femme comme l'unique responsable de la charge de travail. Et puis c'est là où la Suède a vraiment fait un grand travail pour étendre tous ces politiques qui ciblaient la femme à l'homme et au rôle du père. Alors ça, je n'ai pas là. Ils ont chiffré en Suède? Oui. Je crois qu'au Danemark aussi, je crois, et il inclut dans leur considération de revenus. Ouais.